pas maintenant, quand... Bonjour et bienvenue dans Et si pas maintenant quand, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Daniela Knafo, coach, hypnothérapeute, constellatrice familiale, passionnée par les relations humaines, autrice de différents livres de développement personnel, de tarot, de romans et de poèmes. Aujourd'hui, avec Chiara Gomis, nous allons aborder les constellations familiales. Vous connaissez ces moments où l'on se dit « Pourquoi ma famille est-elle si compliquée ? Pourquoi n'ai-je pas une famille normale ?» Demandez-vous quels sont les schémas répétitifs. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Les constellations familiales révèlent que derrière chaque famille normale, puis dans le mot normal, il y a l'anagramme, la norme, se cache une histoire fascinante, pleine de rebondissements, de secrets, de loyauté, de non-dits et de trésors cachés. Aujourd'hui, nous allons aborder, dans la première partie des constellations familiales, et plus précisément, comment trouver sa place au sein de sa propre famille. Nous allons plonger avec Chiara au cœur de la fratrie, comprendre ce qu'est une constellation familiale, pourquoi en faire une, comment elle se déroule, ainsi que les bénéfices qu'elle procure. Puis nous évoquerons les 3 principes fondamentaux, l'appartenance, la hiérarchie, le don de donner et de recevoir. Et dans la seconde partie, nous aborderons le rôle des parents, de la mère, du père et des enfants. Le système familial nous aide à comprendre et à résoudre les dynamiques au sein de la famille et du clan. Elles régissent l'ensemble de nos relations et de notre vie. Et on va aller aussi aborder cela par rapport à mon livre « Les constellations familiales, une plongée dans l'âme familiale » aux éditions Lanor. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de présenter ce nouvel épisode « Et si pas maintenant, quand ?» Bonjour Daniela, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce terme « constellation familiale » ? Les constellations familiales ont été révélées et connues par Bert Hellinger dans les années 90. Il repose sur une longue observation des dynamiques familiales et des influences transgénérationnelles. Hellinger avait commencé sa carrière en tant que prêtre missionnaire en Afrique, où il a vécu de nombreuses années parmi les Zoulous. Il a observé l'importance des relations familiales et communautaires dans la santé et le bien-être des individus. Et constatant que ces liens étaient au cœur de la vie sociale et spirituelle. Cette expérience l'a conduit à explorer les thérapies systémiques influencées par les travaux de Virginia Satir, pionnière de la thérapie familiale, mettant l'accent sur la communication et les dynamiques relationnelles au sein des familles. Également avec Anne Ancelin, avec son best-seller, et je vous conseille vraiment de le lire, Aïe mes aïeux. Mais concrètement, c'est quoi les constellations familiales ? Les constellations familiales, c'est une forme d'interaction basée sur l'inconscient familial. L'inconscient, comme je t'avais expliqué, et comme je vous le réexplique, on n'est pas conscient. Il y a quelque chose comme un fil qui se répète. C'est une forme de thérapie brève dont l'objectif est de rétablir l'ordre dans le système familial. Le système familial qui englobe les membres d'une famille et permettent à chacun d'assumer la charge de ses responsabilités qui lui incombent, de prendre sa place au sein du système familial, rendre justice à ce qui est, comme cela est. Et puis, nous faisons tous partie d'un système familial depuis notre naissance. Arrière-grands-parents, parents, frères, sœurs, oncles, tantes et toutes les personnes aussi qui ont gravité autour de nous et qui ont pu être impliqués dans notre histoire de vie. Nous héritons des qualités de nos parents. Et ça, c'est super point positif, mais aussi de leurs défauts, de leurs traumatismes, des deuils non faits, des addictions, des violences, des non-dits, des lourds secrets, des rejets, des trahisons qu'ils ont subies et qui n'ont pas pu être résolus dans leur vie. Waouh, ça en fait beaucoup. Puis, à un moment dans notre vie, on ne sait pas pourquoi. On va ressentir comme une forme de peur, un blocage, comme une croyance limitante, et on se sent figé. On n'arrive plus à avancer ni à évoluer. Et c'est là que les constellations familiales vont, par analogie, mettre en lumière des éléments oubliés
ou toutes sortes d'intrications pour éclairer le dysfonctionnement et les comportements hérités de nos lignées. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi nous nous comportons d'une certaine manière? Qu'est-ce qui fait que nous répétons certains schémas familiaux? Depuis notre naissance, nous faisons, comme je t'avais dit, partie d'un clan, de notre système familial qui est assez complexe parce qu'il reprend et il comprend non seulement nos parents, nos frères, nos sœurs, mais aussi les grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents, les oncles, les tantes et tous ceux qui ont joué la vraie histoire dans notre vie. Et le truc, c'est que ces héritages inconscients, les dons, les talents de nos ancêtres, mais aussi leurs défauts, peuvent nous empêcher d'avancer. Et puis, les constellations familiales vont aussi mettre en lumière toutes les formes de dysfonctionnement, de comportements hérités de nos lignées. Imaginez que notre famille, ou dans votre famille, vous avez une grande pièce de théâtre où chacun joue un rôle, sans le charme des costumes ou de la mise en scène. Et parfois, de manière inconsciente ou aléatoire, ce rôle va nous aider à voir où le scénariste s'est embrouillé lors des castings, où les répliques ont été mal comprises, avec des répétitions interminables, ou des scènes qui doivent être réécrites pour apporter plus d'harmonie ou défaire des énergies négatives et stagnantes. En fait, je dirais c'est comme un nœud énergétique dans la famille. Des fois, à un moment donné, il y a une histoire compliquée, il y a eu un secret ou un non-dit qui s'est bloqué. Et tout l'émotionnel va se bloquer. Et il va y avoir des formes de répétition. Pourquoi faire une constellation familiale? À quoi ça sert exactement? Les relations les plus intenses, elles régissent sur l'ensemble de nos relations et de notre vie. Pour se défaire des schémas répétitifs et couper les liens toxiques, pour décharger des émotions négatives, des addictions, du burn-out, de la dépression, pour ne plus avoir la sensation d'être le vilain canard ou le caliméro de la famille, ou encore de ne pas avoir sa place comme si qu'on était adopté. Comment se déroule une constellation familiale? Quelles sont les étapes? Alors pour ma part, je collecte les informations sur l'histoire familiale en me concentrant uniquement sur les événements marquants, les dates d'anniversaire, les schémas répétitifs. Puis ensuite, je vais choisir des représentants pour chaque membre d'une famille. Ces représentants, ça va être des personnes qu'on va aller positionner dans l'espace, dans la salle par exemple, et elles vont interagir, révélant ainsi les dynamiques cachées. Le plus important lors d'une constellation familiale, ça va être la position de chaque représentant dans cet espace entre sa posture, sa gestuelle, ses sentiments, ses ressentis, les interactions entre les uns et les autres représentants et l'orientation des regards. Donc il s'agit plutôt d'être attentif à ce qui se passe plutôt que d'interpréter. Donc si j'ai bien compris, il s'agit donc d'être attentif à ce qui se passe. Tout à fait. Et pas besoin d'avoir une loupe de détective, Juste écouter, être intuitif. Et c'est là toute la subtilité d'être à l'écoute du mouvement qui, de façon naturelle, vont permettre une meilleure harmonie. Chaque représentant va permettre à chaque membre de la famille de reprendre sa place dans cette nouvelle représentation. Chaque secret familial est comme une porte close. Les clés vont permettre de dénouer, de déverrouiller les secrets, les déclarations de vérité qui vont être faites. Ça va être des paroles libératrices qui vont permettre des actes de réparation et ainsi de rétablir l'ordre. Et pour aller un petit peu plus loin, je dirais qu'en fait, quand la personne qui vont représenter n'ont pas besoin de connaître toute l'histoire, je vais juste leur dire, tu vas représenter telle ou telle personne. Et elle va juste laisser, c'est émotionnel, elle va le ressentir. Elle n'a pas besoin, encore une fois. Par exemple, imaginons que je voudrais représenter ta grand-mère, je prendrais un monsieur ou une femme et je lui dirais, est-ce que tu es d'accord pour représenter la grand-mère à ce moment-là? Et elle va ressentir, et c'est par rapport à ses nœuds, par rapport à ce qui va se passer, et en interaction avec ta mère, si jamais je décidais de faire ça avec ta mère, ton père, selon ce que tu me donnerais, à ce moment-là, c'est ça qui va bouger. Et ça, c'est vraiment important.
Et tu pratiques aussi les constellations familiales en séance individuelle sous hypnose? Oui, exact, Chiara. Je pratique aussi en séance individuelle, en coaching avec des objets, des pierres et surtout sous hypnose, en cabinet sur rendez-vous et même par visio. Et comme vous l'avez compris, participer à une constellation familiale, c'est agir dans l'espace symbolique. C'est un travail à la fois sur les liens transgénérationnels, spatiaux, temporels. Et pour ça, je vous invite à regarder sur Netflix la série qui est juste magnifique, Le chemin de l'olivier. C'est exactement ce que je fais. Mais regardez, ça va vous aider, ça va vous éclairer sur plein de choses. Et comment on se sent après une constellation? Après une constellation, on va sentir tout de suite un soulagement, une sensation de légèreté, de libération émotionnelle, parce que je parle souvent de nœuds énergétiques, de nœuds émotionnels. On va aller retrouver plus de confiance en soi et on va redonner plus de sens à sa vie. Et souvent, dans nos aïeux, dans nos familles, il y a des secrets qu'on cache parce qu'il y a eu des hontes, parce qu'on ne devait pas révéler les choses. Et là, dans la constellation, tout ce qui doit être dit va être nommé. Et dès que un ou plusieurs membres de la famille délient les langues, alors les choses s'apaisent et rentrent dans l'ordre. Et le schéma répétitif, il s'arrête, car la mémoire, la fidélité a été résolue et mise en lumière. Du coup, on va rendre à l'histoire ce qui lui appartient. Se détacher de ce poids, c'est rendre justice à ce qui est sans jugement de valeur. Après tout, à leur place, est-ce que nous n'aurions peut-être pas fait mieux qu'eux, après tout? Dans ton livre, tu parles des 3 grands principes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors je parle de 3 grands principes. Il faut entendre, Chiara, par principe, tout ce qui sous-tend aux relations équilibrées dans le sein d'une famille et qui permet à chacun de se sentir à sa place et de vivre sa propre vie. Le premier principe est celui de l'appartenance. Par appartenance, on va entendre par le droit de naissance d'appartenir au sein d'un système de sa famille d'origine, c'est-à-dire avoir une place légitime, être vu et être reconnu pour celle-ci. Cela ne veut pas dire être apprécié ni aimé dans sa famille. Mais on a cette place, l'enfant va tout faire pour appartenir à son clan, en adoptant les codes, les valeurs, les croyances et les comportements de son milieu familial dans lequel il est émergé. Et c'est à ce prix de cet effort qu'il pense gagner sa place, être aimé et avoir la reconnaissance de ses pairs. C'est aussi la meilleure façon de ne pas être rejeté. Ce besoin d'appartenance est omniprésent depuis la création de l'humanité. Aujourd'hui encore, nous acceptons et nous faisons des choses qui ne nous conviennent pas beaucoup, juste pour appartenir à notre système familial, à l'entreprise, à la société. Et on se demande parfois si nous ne sommes pas des acteurs dans une sitcom familiale sans fin. Le deuxième principe est celui de la hiérarchie. Oui, c'est l'ordre familial. Il va respecter l'ordre chronologique. Cet ordre va déterminer aussi la place que nous avons chacun. Les parents sont avant les enfants, les aînés avant les cadets et ainsi de suite. À l'intérieur d'une famille, chaque membre a une place unique déterminée à sa naissance, ce qui les rend irremplaçables et uniques dans leur système. Pour cela, il doit être accepté, reconnu et respecté pour la place qu'il occupe. Les frères et sœurs, y compris les avortements, les morts-nés, les fausses couches et les enfants décédés en bas âge, ils vont avoir chacun leur place, selon l'ordre d'arrivée. Lorsque ce principe n'est pas respecté, on va pouvoir voir qu'il va y avoir plein de conflits, plein de rivalités qui vont émerger. Par exemple, un enfant peut se croire supérieur à ses parents. Il va aller les juger ou va prendre en charge leur rôle à leur place. Sauf pour les cas des personnes âgées, malades ou handicapées, ça c'est encore autre chose. Mais l'enfant doit alors reprendre sa juste place parce que s'il prend la place des parents, il prend la place de l'adulte et il ne reste pas l'enfant. Pareil pour les couples recomposés. Les enfants du premier couple passent avant le nouveau conjoint. Parce que dans la vie, c'est comme dans une cuisine. Il y a un ordre pour tout. D'abord, on cuit les pâtes, puis ensuite, on ajoute la sauce. Ou pas. Et le troisième principe est celui de l'équilibre entre donner et recevoir. Oui, tout à fait. J'aime bien ce principe.
Les relations humaines s'équilibrent tout le temps sur la base du donner et du recevoir. Dans une relation parentale, le père et la mère vont être égaux, puisqu'ils sont tous les deux des adultes. Et ils vont créer un nouveau système dans le système existant. Donner sans prendre permet de garder... Imagine quelqu'un qui fait que donner, mais qui ne prend pas en retour. Eh bien, c'est comme si il gardait une position beaucoup plus haute, une forme de supériorité, et ça va créer des différences, de la jalousie, des harmonies, tu vois. Alors que la personne à qui l'on a donné reste en dette et va se sentir redevable. Au bout d'un moment, si elle ne peut pas rétablir l'équilibre, elle pourrait rompre la relation en se sentant inférieure à ce qui a été donné. Le but de donner et de recevoir, c'est un échange d'amour, d'énergie qui va renforcer les liens. Refuser de recevoir, comme je l'ai dit, ça va créer ce déséquilibre, un vide émotionnel et des insatisfactions dans la vie. Et puis, on va toujours être en quête de cet amour impalpable. Recevoir aussi, c'est prendre avec joie et avec amour ce qui nous a été donné, comme c'est. Et dans ton livre aussi, tu parles des exceptions. Oui, tout à fait. Il y a une belle exception à cet équilibre entre donner et recevoir. Il y a les liens et relations entre les parents et enfants. Les parents sont les grands et donnent avec amour, alors que les enfants, eux, sont les petits qui reçoivent avec gratitude. En effet, les parents ne sont pas en droit de revendiquer et ni de réclamer un retour sur investissement. L'enfant ne pourra jamais rendre tout ce qu'il a reçu de ses parents, juste les honorer pour le don de la vie qu'il a reçu et accepter que ce qu'il a reçu est comme juste sans les juger. Et l'équilibre va se faire naturellement par rapport aux enfants. Quand l'enfant à son tour deviendra parent ou pas, ou adulte, parce qu'il est impossible de rendre la monnaie d'un câlin ou d'un biberon à 2 heures du matin, n'est-ce pas, Kira? Et puis, je vous parle même pas, et même à toi, Kira, du coût de l'investissement. Une fois que j'ai entendu à la radio que chaque enfant nous coûtait minimum 80 000 € jusqu'à la fin de ses études, j'ai éteint la radio. Je ne voulais plus rien savoir de suite parce que après les études, le mariage, le Pacs ou pas, ou encore les petits-enfants ou pas, les chiens, les chats. En fait, quand on a des enfants, la réalité vraie est que nous en prenons pour perpète. Pour clôturer, c'est de quoi je dis? Ça te parle? Oui. Pour clôturer cette première partie, peux-tu nous dire quelle est la différence entre une séance de constellation familiale et une thérapie classique? La thérapie classique, comme la psychothérapie, se concentre souvent sur l'individu. On va explorer son passé, ses pensées, ses émotions. La constellation familiale, en revanche, elle va se concentrer sur l'ensemble du système familial, des décès, des aïeux qui sont vivants ou pas. Elle va permettre de voir les dynamiques invisibles et les intrications ainsi que entre les membres d'une même famille, y compris les générations précédentes. Et cette approche systémique va nous aider à rétablir l'ordre et à libérer des blocages transgénérationnels qui sont pas toujours évidents, tu sais, dans une thérapie individuelle. Eh bien, pour clôturer cette première partie, procurez-vous dès aujourd'hui le livre de Daniela Knafo, Constellation familiale, une plongée dans l'âme familiale pour trouver sa juste place aux éditions Lanor, dans toutes les librairies et sur Amazon. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les accompagnements, séances ou participer à ces ateliers, ou simplement prendre rendez-vous, connectez-vous sur le site www.danielaknafo.fr et sur Zenamou pour avoir les prochaines dates et séances de ces ateliers. Hâte de vous retrouver dans la seconde partie des constellations familiales. Merci à vous tous et toutes. Merci Daniela. Merci beaucoup Chiara. Et je voulais absolument qu'on fasse une autre partie parce qu'on n'aurait pas pu tout faire, ça aurait été archi long. Et dans l'autre partie, on va vraiment rentrer, comme je t'avais dit, avec le père, la mère, les frères, les sœurs. On va comprendre c'est quoi tout ça. Et merci à vous toutes et à vous tous d'avoir écouté ce podcast. Et si pas maintenant, quand? Le podcast qui vous veut du bien. Merci Chiara et je vous souhaite une excellente semaine. À très vite. Et si pas maintenant, quand?